Bonsoir. Ils n'en peuvent plus de respirer un air qui les empoisonne lentement. Je suis obligée de rester enfermée parce que c'est assez irrespirable dehors. Dans la vallée de l'Arve, près de Chamonix, des citoyens attaquent l'État en justice. Il faut que tous ensemble, un maximum, on fasse cracher l'État. Ils veulent le faire condamner pour inaction dans la lutte contre la pollution atmosphérique. On entend un gendarme qui dit « Il n'en peut plus le préfet, il faut qu'elles arrêtent ». Eh ben non. Eh ben non. Pollution, les citoyens contre-attaquent, c'est maintenant dans Envoyé spécial. Ce soir, vous découvrirez aussi certains secrets de l'affaire Benalla, de son coffre-fort mystérieusement disparu à ses liens avec un sulfureux milliardaire russe, témoignages exclusifs et révélations sur l'homme qui embarrasse l'Élysée. Enfin, nous vous emmènerons sur l'une des plus belles plages du monde, Maya Bay en Thaïlande. Depuis que les autorités l'ont interdite aux touristes, elle redevient peu à peu un paradis. Vous rêvez peut-être de vivre à la montagne, au grand air. D'autres souhaitent fuir ces paysages. L'atmosphère y est tellement polluée qu'elle les rend malades. Dans la vallée de l'Arve, en Haute-Savoie, un jour sur deux, c'est irrespirable, les habitants suffoquent. Alors ils ont décidé de se retrousser les manches. Ils font analyser l'air qu'ils respirent, les œufs qu'ils mangent et accumulent les preuves. Ils ont porté plainte contre l'État qui, d'après eux, ne fait pas totalement respecter la loi. Pollution, les citoyens contre-attaquent. C'est un reportage de Raphaël Chapira, James de Coppen et Harold Horrocks. Mardi 9 avril 2019, voilà la fumée rejetée par l'incinérateur de Passy dans la vallée. Pour les habitants de la vallée de l'Arve, c'est devenu un geste quotidien. Filmer, commenter la pollution qui les entoure. Le matin avant d'aller au travail. Et dans la montée, t'en auras les deux que t'as filmés, il y en a un troisième qui arrive. Les jours de loisirs, comme ici depuis un parapente. Et puis ça lance plus par là-bas. Filmer pour dénoncer ces fumées et ces odeurs qui, selon eux, pourrissent leur quotidien. Celle de l'usine de fabrication de carbone, SGL. Comme vous pouvez le voir, ça sort de partout. Ça sort pas des cheminées. À quelques centaines de mètres du jardin d'enfants, celle de l'incinérateur. Sans compter le chauffage au bois et les près de 2000 camions en moyenne qui, chaque jour, traversent la vallée pour rejoindre l'Italie par le tunnel du Mont Blanc. Une fumée blanche et rouille sort, c'est immonde. Des images pour crier leur colère face à ce couvercle qui les empêche de respirer. On en a assez vu. Il y a des gens qui sont malades. La vallée de l'Arve souffre. Depuis des années, les citoyens alertent et se mobilisent. Manifestations, coups de gueule. Pourquoi est-ce qu'on n'arrête pas ce poison? C'est une ineptie, faites-le! Ou encore clip choc, pour dénoncer les conséquences sur leur quotidien. Et toujours ce même sentiment de ne pas être entendu. Dans cette vallée de 150 000 habitants, chaque année, 85 personnes mourraient prématurément à cause de la pollution. Asthme, bronchite, infarctus. L'air qu'on respire, on ne le choisit pas. Donc ici, on est pris en otage. 16 habitants reconnus malades de la pollution ont décidé de mener un combat inédit. Traîner l'État devant les tribunaux et demander réparation pour leurs préjudices. Moi, je suis une citoyenne, j'ai l'impression que pour moi, c'est une espèce de résistance. Il faut que tous ensemble, un maximum, on fasse cracher l'État. Si c'est une histoire de fric, qu'on les fasse payer.
face à cette inaction, il fallait faire quelque chose. Des citoyens qui en appellent à la justice pour lutter contre cette pollution. La première à avoir déposé plainte, c'est elle, Anne-Laure Mallanger, 43 ans. En juillet dernier, elle se filme pour montrer que c'est bien la pollution qui provoque ces sinusites persistantes. En tout cas, j'ai pas d'infection. Ni virale, ni bactérienne. J'ai mon corps qui réagit à des agressions de l'air. Uniquement. D'après elle, cette semaine-là, le taux de particules fines de 2,5 micromètres de diamètre est monté jusqu'à 106, 4 fois plus que les seuils recommandés par l'OMS. Donc je sais plus trop comment faire pour me soigner. Je suis obligée de rester enfermée parce que c'est assez irrespirable dehors. Un an plus tard, l'enseignante vit toujours dans la vallée. Ce jour-là, elle a retrouvé des couleurs. Du vent, de la pluie. La météo est idéale. Le taux de particules est au plus bas. C'est ce qu'indique son capteur, qui ne la quitte jamais. Eh ben aujourd'hui, c'est bon. 1 en PM2,5. Ça signifie quoi? Ça signifie que l'air est propre. On peut sortir, on peut vivre dehors. Ma santé est indexée sur l'indice de qualité de l'air et si je m'expose, je suis malade. C'est pas une vie normale. Ses ennuis de santé ont commencé lorsqu'elle s'est installée ici à Passy il y a 10 ans. Rhinite, sinusite chronique. Ça, c'est tout mon dossier médical qui est ici. Les clichés, les images. Avec une toux permanente et sévère. Et ça, c'est quoi, là? Alors ça, c'est une radio de mes côtes qui montre une côte cassée. Je me suis fait ça en toussant. À force de tousser? En toussant beaucoup au mois de juin, oui. 2 côtes cassées au final, qui lui valent 3 mois d'arrêt de travail. Avant cela, Anne-Laure avait pourtant été opérée pour éviter les sinusites. Mais rien n'y fait, elle retombe sans cesse malade. J'ai fait toutes sortes d'examens médicaux qui montraient que j'avais rien. Je suis allée voir un allergologue qui m'a dit que j'avais pas d'allergie, j'ai pas d'autres problèmes de santé, aucun. Son médecin est formel. La pollution est responsable de son état de santé. Le problème semble maintenu par le climat dense en particules fines. La basse vallée de l'Arve étant connue pour sa pollution. Révoltée de voir sa santé se dégrader, de ne pas voir assez d'actions concrètes de l'État pour améliorer l'air de la vallée, Anne-Laure a décidé de porter plainte. Je suis malade, donc je peux être considérée comme une victime d'une situation où l'État connaît les tenants et les aboutissants, mais ne fait rien. Donc ça s'appelle un recours pour carence fautive. Pour cette inaction, cette carence fautive, Anne-Laure demande à l'État 100 000 € de dommages et intérêts. Des préjudices codifiés au montant précis. 10 000 € pour l'incidence sur son activité professionnelle, ses arrêts maladie. 30 000 € pour avoir été contaminé par la pollution. 30 000 pour la souffrance endurée. Et pour l'angoisse que tout cela génère, 30 000 € encore. De peur de s'intoxiquer, Anne-Laure a dû renoncer à cultiver son potager. Voilà ce qui reste de notre jardin. Les fraisiers, les cassissiers, les framboisiers qui pullulent. Vous les mangez plus? Non. Il y a tellement de cochonneries dans l'air qu'on se doute que ça va dans les sols et donc faut éviter. Qu'est-ce que vous vous dites quand vous voyez ça? Que c'est un scandale sanitaire et qu'on n'est pas protégé, qu'on ne se sent pas protégé, qu'on ne se sent pas écouté et que c'est profondément injuste. Ce combat judiciaire, ils sont 16 à le mener devant le tribunal administratif. À leur côté,
un collectif de citoyens qui s'est constitué il y a 1 an et demi. Col Air Pur, c'est son nom. Mouvement spontané, autofinancé. Urgence sanitaire. Ils sont une trentaine d'habitants à l'animer et autour d'eux plus d'une centaine de sympathisants. À sa tête, Muriel Auprince, 61 ans, malade de la thyroïde et asthmatique. Bon, donc on te prévient un petit peu avant, mais du 15h30, 16h, c'est bon pour toi. Enfin, ça sera grosso modo. Plaignante, elle aussi. Alors c'est vrai que... Analyse scientifique, manifestations, courriers. Les membres du collectif se sont donnés pour mission de secouer les pouvoirs publics pour mettre fin à cette pollution continue. Comme Anne-Laure, tous ici se sentent délaissés par l'État. Ce qui me revient systématiquement, c'est de toute manière, on ne peut rien faire. À quoi bon? Et ça, c'est terrible. Je me sens désarmée par rapport à ça. C'est faux. On a beau apporter tous les arguments, il y a des gens qui n'ont pas forcément peur, mais qui se sentent de toute façon tellement écrasés par le système. Et je trouve ça terrible. Et je ne sais pas comment... tu lui dis, c'est les mouvements citoyens qui vont gagner. Ben oui. Pour Anne-Laure, seule une condamnation de l'État à verser des dommages et intérêts pourra faire avancer le combat. Sa logique, plus il y a de plaignants, plus la pression sera forte. Moi, j'appelle les victimes qui ne se sont pas encore manifestées, qui se sentent pas les moyens de le faire. On a un super avocat qui ne se paye que si on gagne. Ça, c'est vachement important. Donc, si vous connaissez des gens qui sont encore dans le silence, qui hésitent, qui n'osent pas, il faut briser ce silence. De plainte en coup médiatique, les militantes du collectif s'imposent comme elles peuvent dans le paysage local. Le préfet, il veut même pas nous parler, nous obliger de jouer les Matahari. Il ne veut même pas nous voir. Il nous dit non. Et on entend, hein, Mumu? La semaine dernière, on entend un gendarme qui dit oh, il en peut plus, le préfet, il faut qu'elles arrêtent. Eh ben non. Eh ben non. Non. Si la pollution dure depuis des décennies, c'est que l'équation est complexe. Le trafic des camions est lucratif. Près de 80 millions d'euros par an dans les caisses de l'État grâce au tunnel du Mont-Blanc. La tradition industrielle en a fait un bassin d'emploi dynamique. Dans le fond de la vallée, près de 250 personnes travaillent dans ces 2 usines. Dans ce haut lieu du tourisme mondial, le taux de chômage est de 7%. Mais cela a un prix. Un air truffé de particules fines, PM10, PM2,5, résidus de l'industrie et du chauffage au bois. De particules ultra fines, azote, monoxyde de carbone, dioxyde de soufre, issus du trafic routier et de la combustion, gaz à effet de serre. Le tout aggravé par un phénomène météo. Ici, le vent se fait rare. Et comme dans toutes les vallées encaissées, quand il fait beau et froid, le soleil réchauffe l'air en altitude, beaucoup moins le fond de la vallée. Il fait plus chaud au sommet qu'au pied de la montagne. C'est ce que l'on appelle l'inversion des températures. La masse d'air chaud bloque l'air froid au sol et retient toute la pollution. Sous ce couvercle, les habitants suffoquent, certains hivers pendant de longues semaines. C'est ce qu'il s'est passé en 2016. L'hiver est froid mais ensoleillé. La vallée de l'Arve subit un épisode de pollution spectaculaire. La pollution de l'air encore est toujours dans l'actualité. 27e jour de pic d'alerte. Les conditions météo sont malheureusement propices à une nouvelle alerte. 35 jours de pic ininterrompus. Ça démarre le 30 novembre. Le taux de particules dépasse les 50 microgrammes par mètre cube d'air. Le niveau d'alerte N1 est enclenché. Le préfet informe la population. Le 2 décembre, il applique les mesures automatiques pour limiter les polluants. On demande des vraies mesures, c'est-à-dire l'arrêt des industries les plus polluantes, l'arrêt du trafic routier international dans la vallée de l'Arve. Pas suffisant pour les habitants. Ils manifestent plusieurs jours de suite. Désespérés, des parents d'élèves tournent ce clip qui met en scène leurs enfants, désormais empêchés de jouer dans la cour de récréation. Confinés dans les salles de classe et les préaux. On peut pas courir, on peut pas jouer au jeu où on peut courir. Et ça m'énerve beaucoup. Il faudra attendre 10 jours, le 12 décembre, pour que le préfet prenne 3 mesures exceptionnelles, alors qu'il en a plus d'une dizaine à sa disposition. La première impose la circulation alternée pour les poids lourds les plus polluants.
Les autres obligent les usines à limiter certaines de leurs activités. Malgré cela, les taux de particules continuent de s'emballer jusqu'au 3 janvier. Fin de l'épisode. Ici, personne n'a oublié cet hiver irrespirable. C'est d'ailleurs de là que démarre leur combat judiciaire. Pour leur avocat, une démonstration implacable de la faute de l'État. Il y a la santé des habitants d'une vallée qui est en jeu et on doit prendre toute mesure utile. On ne peut pas juste dire « mais moi j'ai fait ce que je devais faire », c'est-à-dire faire une information par un communiqué de presse, c'est insuffisant. C'est insuffisant, d'autant plus qu'ils n'ont pas fait tout ce qu'ils pouvaient faire. Il y a un arsenal complet qu'ils n'ont pas utilisé à l'occasion de ce pic de pollution. Donc il y a une faute majeure des autorités publiques lors de cet épisode de pollution de décembre 2016 et janvier 2017 dans la vallée de l'Arve. Vainqueur des procès contre l'État sur l'amiante, ou plus récemment contre Monsanto pour les pesticides, François Laforgue est un habitué des dossiers de santé publique, convaincu que la justice peut faire bouger les lignes. La santé ne peut plus être une variable d'ajustement. Les autorités publiques ont choisi de sacrifier la santé de la population au profit des intérêts économiques, de l'industriel, des transporteurs et des dirigeants de l'incinérateur. On n'est pas là pour embêter les autorités publiques. On est là pour faire en sorte que cette situation évolue favorablement pour les populations. Aux côtés des habitants de la vallée de l'Arve, une vingtaine d'autres recours contre l'État a été déposé à Lille, Paris et Lyon. En attendant, dans la vallée... Voilà, impasse des Anciens, c'est là. Les plaignants étayent leur dossier pour apporter des preuves. Depuis 1 an et demi, Muriel Auprince, diététicienne à la retraite, mène l'enquête pour tout savoir de la pollution. Bonjour. Aujourd'hui, elle vient réaliser des analyses dans la ferme de Pascal, agriculteur biologique, accompagné d'un huissier de justice. David Subi. Maître Subi, voilà. D'accord. Ouais, c'est ça, j'ai associé. Bon. Eh ben, on va voir tes cocottes alors. On y va alors. Allez. Allez, c'est parti. Avec le collectif, Muriel veut répondre à une question que tout le monde se pose dans la vallée. Est-ce que la pollution de l'air a un impact sur la nourriture ? Ici, elle recherche la présence de dioxine et de PCB, des molécules et produits chimiques qui pourraient venir de la zone industrielle du fond de la vallée. On cherche l'impact de ces 2 usines, essentiellement. Les usines, la dioxine ? Il y a eu une métallurgie très importante sur Chède. Il y a un incinérateur qui est là depuis 24 ans. C'est sûr que l'impact, si on trouve des dioxines, l'impact, il est surtout là. Il est surtout là, oui. Ce polluant très toxique retombe sur les sols grattés par les poules et se fixe ensuite dans les matières grasses animales. Je vais prendre une photo à chaque fois. En particulier dans le jaune d'œuf. Chaque œuf est photographié. C'est bon. Le petit nid douillet qu'on a préparé, alors... mis sous scellé. Voilà. Je pense que ce sera... Ah, dis donc si c'est joli, ça. Avant d'être envoyé à un laboratoire indépendant. Pascal, l'agriculteur biologique, devra attendre une dizaine de jours avant d'avoir les résultats. Pour lui, l'enjeu est de taille. Mon boulot, il est de nourrir la population. Et ce que j'ai pas l'envie, c'est de faire le contraire et de venir à carrément en fait, les empoisonner. Donc je cultive du légume, on travaille en AMAP, on a des gens qui ne se mettent pas à venir prendre des légumes parce qu'ils se disent bon, on est dans la vallée la plus polluée de France, on préfère acheter les légumes qui viennent d'ailleurs. On en est là actuellement sur la production agricole. Tu es pile dans les critères pour nos analyses, c'est ce qu'il nous fallait. Edin. Voilà. Plus que 4 poulaillers à visiter. Donc là, on s'éloigne un petit peu, mais on va rester sur une altitude à peu près de 800 mètres. On est entre Passy et le plateau d'Assy, là où on va aller. Même altitude. Bonjour. Mais en différents endroits de la vallée. Pour cartographier les éventuels dégâts de ce nuage de fumée. Salut Manu.
Manu. et comparer les taux de dioxine et PCB. Elles ont senti qu'il y avait du monde. Ce jour-là, Muriel va réaliser des prélèvements dans des jardins, plus ou moins proches des usines. Des œufs prélevés chez des particuliers inquiets, car les dioxines sont dangereuses pour la santé. Atteinte du système immunitaire, troubles de la reproduction, cancer. Et ici, ils sont nombreux à élever leurs poules en plein air. On met des poules pour manger des œufs frais, pour faire plaisir aux petits-enfants, aux enfants, pour manger des œufs du commerce. C'est vrai qu'ils sont beaux, ils sont jolis. J'espère qu'il n'y a pas de dioxine dedans. On verra bien. Des résultats qui pourraient bien changer le mode de vie de toute la vallée. Son enquête, Muriel l'a commencée pour avoir un maximum d'informations sur la pollution. Car aujourd'hui, l'État ne communique que sur une dizaine de polluants. Alors sur ces deniers, la retraitée a décidé de prélever des poussières et de l'air en utilisant une autre méthode, le spectromètre de masse. Une analyse de tout ce que contient l'air. Muriel retrouve une 60aine de molécules, dont 9 métaux lourds. Plomb, cuivre, chrome, nickel. Un cocktail qui, d'après le laboratoire, est cancérigène et mutagène. Sans doute issu en partie des gaz d'échappement des camions. Cette autoroute, la 40, est l'unique accès pour le tunnel du Mont-Blanc. Chaque année, 620 000 poids lourds l'empruntent pour passer en Italie. Toujours armée de son cahier et de son appareil photo, l'enquêtrice collecte les données pour son combat judiciaire. Des preuves de la mauvaise gestion de la pollution, selon elle. Alors là, c'est l'aire de régulation pour les camions qui vont monter au tunnel. Le tunnel étant réglementé, donc ils passent là, et il y a un poste de gendarmerie. Effectivement, ils vont redémarrer à froid dans une montée. Donc il n'y a pas pire non plus comme situation. Parce que là, c'est là où justement, en démarrant en côte, eh ben, ils relâchent le plus de polluants. On a un trafic incessant, vous voyez bien. On va s'asphyxier. En fait, la moyenne des camions, c'est à peu près 1700 par jour sur l'année dernière. Mais 1700, mais en considérant que les camions. C'est-à-dire qu'il y a encore les autocars, hein, il y a bien 30-40 autocars minimum par jour, et toutes les voitures particulières, évidemment, hein, qui rajoutent. Dans son viseur, il y a toujours l'inaction de l'État. Ce que moi je note à mon petit niveau, avec mes petits contrôles, c'est qu'il n'y a aucune diminution quand on est en vigilance, orange ou rouge, il n'y a absolument aucune diminution du trafic. De retour chez elle, Muriel comptabilise tout. Dans son cahier, elle note les jours d'alerte jaune, orange, rouge et vérifie qu'ils sont bien pris en compte dans les bilans officiels. Par rapport au bilan du premier trimestre, je suis en train de regarder si les jours correspondent, parce qu'en fait, ça m'interpelle toujours de regarder et de voir si tout correspond avec ce que j'ai noté sur mon petit carnet. Des bilans très importants, selon elle, car ils permettent de connaître la qualité de l'air moyenne, la pollution chronique. L'an dernier, dans la vallée, l'air n'a été bon qu'1 jour sur 2. Pour cette enquête, Muriel dépense toute son énergie et une bonne partie de son argent. 2016, l'hiver 2017, c'était insupportable. Donc insupportable, soit vous partez parce que vous n'arrivez plus à subir, soit s'il faut rester, faut chercher à comprendre pourquoi on subit ça. Et il y a un moment où, pour moi, ne rien faire est pire. Je crois que sans ça, on n'arrivait à rien. Donc oui, c'est des sacrifices, mais peut-être que la vérité mérite tout ça. Approximation, mauvaise gestion. La liste des griefs des habitants contre l'État est longue. Et en Haute-Savoie, l'État, c'est le préfet d'Annecy. Nous avons donc souhaité entendre sa version. Nous avions rendez-vous dans son bureau pour une interview au calme, le temps de poser toutes nos questions.
Mais finalement... Il veut pas. Ah bon? Non. Il veut pas m'interroger là-dessus avant. Alors après, il m'a dit, voilà, là, avant, en tout cas, non. Mais après, après, le point presse, en fonction... Après, vous pouvez me poser une question à ce moment-là. Ah bah, d'accord. Si ça ne vous suffit pas, vous verrez après. Car ce jour-là, Pierre Lambert est déjà occupé par le sujet. Entouré des élus locaux, il présente à la presse un plan de protection de l'atmosphère pour la vallée de l'Arve, le deuxième. Renforcement des contrôles anti-pollution sur les poids lourds et les industries, développement des transports en commun. Bien, mesdames, messieurs, bonjour aux uns et aux autres. Un plan de 19 millions d'euros sur 5 ans, avec pour objectif de réduire de moitié le nombre de décès liés à la pollution. Le contexte actuellement, je peux vous l'apprendre aux uns et aux autres, est extrêmement sensible en matière de qualité de l'air et de problématiques environnementales. Sensible, car si la vallée est polluée, elle est aussi très dynamique. Les camions rapportent de l'argent et les industries embauchent. Alors lorsque nous le questionnons sur le combat des citoyens face à la pollution émise par les usines... Bonjour, Raphaël Chapira, France 2, envoyé spécial. Il préfère jouer la carte de l'humour sur l'incinérateur de la vallée. Là encore, on vise HGL Carbone et votre voisin. Votre voisin qui préside le syndicat intercommunal, et oui, vous ne saviez pas, vous êtes à côté d'un pollueur dangereux, faites attention, hein, parce que je ne sais pas dans quel état vous allez sortir de la Réunion. Hein. Il irradie peut-être, je ne sais pas. Et balaye d'un revers de la main les hypothèses de Muriel Auprince et du collectif. Face à des dénis de certains, qu'est-ce qu'on peut répondre sinon des faits, des chiffres, des données, des rendus Non, l'usine d'incinération, elle n'émet pas de particules fines. Non, elle n'émet pas elle émet elle émet très peu de poussière, quelques dizaines de kilos par an. Qu'est-ce que c'est, quelques dizaines de kilos par an? 130 kilos précisément, selon les rapports de ses propres services. Avec entre autres 1 tonne d'ammoniac et 17 d'oxyde d'azote. Une pollution qui, malgré tout, respecte les normes. Aujourd'hui, Pierre Lambert veut regarder l'avenir. Un petit pas pour le préfet, un grand pas pour la vallée de l'Orne. Entré en fonction quelques semaines avant le fameux pic de l'hiver 2016, en signant ce plan, Pierre Lambert considère le sujet clos. Quant à savoir s'il a commis une faute au cours de l'hiver 2016... Les niveaux d'alerte sont fixés par un arrêté préfectoral régional qui a été pris en compte et qui s'applique à tous les départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes, comme c'est le cas dans les autres régions de France. Pour vous, il n'y a pas eu d'erreur d'appréciation des services de l'État à ce moment-là? Avec des niveaux qui sont des niveaux de veille, des niveaux d'alerte 1 ou 2. Carence fautive voudrait dire qu'il y a carence, mais que la faute nous est imputable parce que nous n'aurions pas fait ce qu'il fallait, nous n'aurions pas voulu sciemment le faire. Je ne pense pas que ce soit le cas. Voilà. On va en rester là si vous voulez, parce que le reste n'est pas très très intéressant. Le fait que l'incinérateur soit... Une mobilisation citoyenne qui exaspère le préfet. Et c'est les questions qui sont posées par les citoyens, c'est pour ça qu'au travers de recours et de procédures juridiques... J'écris à ceux qui m'interrogent, pour l'instant c'est plutôt des avocats, hein. Et nous ne jouons pas cela, soit ils deviennent des partenaires de l'action publique, soit ils s'inscrivent en opposant systématique, en mettant sans cesse en cause la parole publique, sans cesse en cause l'action publique. Je crois qu'on ne peut pas être au four et moulin, comme on dit chez moi, dans ma région. 10 jours plus tard, les résultats des analyses d'eux sont arrivés. On n'est pas là pour dramatiser, hein, loin de là. On est là pour poser aussi les bonnes questions. Aujourd'hui, Muriel Auprince les présente à la presse. 4 lots sur 5 ont des taux de dioxine qui dépassent les seuils autorisés. Des œufs impropres à la consommation. Donc on ne dit pas que les dioxines sont... On ne peut pas dire si elles sont actuelles ou récentes. Nous, ce qu'on constate, c'est qu'on en a. Voilà. C'est-à-dire qu'on nous dit que tout est dans les normes, mais le résultat est là. C'est qu'on mange des œufs qui en ont. Voilà. Dans la salle, les habitants qui ont donné leurs œufs sont effondrés. Perturbateurs endocriniens. On élève des poules pensant nourrir correctement nos petits-enfants. Et là, on prend conscience qu'on est en train de les détruire plus qu'autre chose. Et on devient des assassins. On contribue à ce système. Ça ne peut pas durer, quoi.
Pour Muriel, ces résultats sont sans appel et la confortent dans son hypothèse. Dioxine et PCB viendraient des 2 usines, car plus les poulaillers sont proches, plus les taux sont élevés. Les seuls taux qui étaient bons, c'était en s'éloignant quand même de cette zone impactée. On va les envoyer au service de l'État. On demande la carte des sols pollués. On veut savoir si on peut faire un poulailler ici à Maffray, si on peut faire un poulailler ici à Domancy ou là. On veut cibler vraiment cette carte des sols pollués. Elle n'existe pas actuellement, il nous la faut. Continuer de se battre, comme Muriel et le collectif. Ou partir à l'autre bout de la France, en Bretagne, pour vivre au grand air. La pollution, Guillaume Raillard, 47 ans, a failli en mourir. Aujourd'hui, sa cicatrice est à peine visible. Dernière trace d'un quintuple pontage subi en avril 2017, après un infarctus. J'ai eu de la chance. Parce que pris quelques heures plus tard ou peut-être quelques minutes plus tard, je restais les bras en croix sur la piste de ski. Je n'aurais pas dû arriver à l'hôpital. En l'examinant, les médecins découvrent des artères coronaires en très mauvais état, sans raison. Je n'avais aucun facteur de risque. Pas d'antécédents familiaux, pas de cholestérol, pas d'hypertension, un peu de tabac, le tabac festif, un peu d'alcool, l'alcool festif, de la sédentarité, jamais, puisque je fais du sport toute l'année. Et quand je suis arrivé à l'hôpital, même les médecins n'en revenaient pas en disant « mais on n'a pas ça à votre âge. On n'a pas ça à votre âge. À 45 ans, ça n'existe pas. » Ou c'est très rare, très rare. Donc par défaut, qu'est-ce qui reste? Il reste la qualité de l'air. Ça, c'est une conviction. C'est cette qualité de l'air à détraquer mes coronaires. Et c'est aussi la conclusion de ces médecins. Les maladies cardiovasculaires sont reconnues comme étant l'un des effets possibles de la pollution de l'air. Fini la vie à la montagne. Sa vie d'avant, c'était sur des skis du premier au dernier jour de la saison. Avec sa femme et ses enfants adolescents, Guillaume a dû déménager. Désormais, les skis sont à la cave. Et avec eux, tout un tas d'accessoires. Ces masques que j'avais achetés à l'époque, qu'on mettait de temps en temps lorsque les indications données par cet appareil nous encourageaient à porter un masque. Ça arrivait certains jours. Alors c'est pas arrivé non plus des centaines de fois, mais une bonne dizaine de fois. Moi, j'ai travaillé à mon bureau avec ça sur le visage. Et on est sortis en famille faire nos courses à l'Intermarché ou au Super U du coin avec ça sur le visage. Alors, il est un peu pété, parce qu'il est un peu vécu. Et puis j'en ai donné aussi à pas mal de copains. C'était un acte de résistance aussi. C'était une manière de dire je sais ce qui se passe dans la vallée, je sais... Voilà, mais ça c'est du passé. Quelques mois après son infarctus, lui aussi dépose plainte contre l'État. Comme les 15 autres habitants de la vallée, Guillaume Raillard demande des dommages et intérêts. 400 000 € au total. Et ça vous paraît justifié, vous ? Je ne peux plus emprunter correctement pour acheter une nouvelle maison. Je ne peux plus avoir une vie normale, comme n'importe qui. Je suis obligé de suivre un traitement quotidien. Je suis obligé de faire attention quand je fais du sport. Je suis obligé de faire attention à tout. Donc oui, ma seconde vie, elle est bien parce que je suis en vie. Mais elle est différente de celle d'avant. Voilà. Et pour ça, je demande réparation. Guillaume et sa femme Cécile n'ont plus tout à fait les mêmes activités, ni au même rythme. Mais ils se sont libérés d'un poids. On a toute une nouvelle vie à se recréer aussi, mais voilà, sans ça, sans la pollution, sans l'angoisse de se dire va encore y avoir un pic, voilà. Et redécouvre des sensations oubliées. Ça sent la nature, ça sent les fleurs là au printemps, ça sent... mais ouais. Tu te rends compte que finalement c'est l'odeur normale qu'on devrait tous ressentir et qu'on a oublié. Au total,
Les habitants de la vallée demandent près de 2 millions d'euros de dommages et intérêts. En comparaison, chaque année, la pollution de l'air coûterait 100 milliards d'euros à l'État français. Bonsoir Olivier Blond. Bonsoir. Vous êtes le président de l'association Respire qui milite pour la prévention et l'amélioration de la qualité de l'air des Français comme ceux de la vallée de l'Arve qu'on vient de voir qui portent plainte contre l'État pour inaction face à la pollution. Juridiquement, ça s'appelle une carence fautive. Il y en a de plus en plus. Qu'est-ce que ça signifie ? Le problème de la pollution de l'air, il est national. Il y a, selon les études scientifiques officielles, 48 000 morts par an. Maintenant, c'est même 67 000 d'après les dernières études. Des morts prématurées. Oui. Et parmi toutes ces victimes, jusqu'à présent silencieuses, de la pollution de l'air, il y en a tout un nombre qui va devant les tribunaux. Il y en a maintenant plusieurs dizaines, et dont certaines en Vallée de l'Arve, mais d'autres à Paris, à Lille, à Lyon, dans toute la France. L'Europe aussi condamne la France d'une certaine manière. En tout cas, poursuit la France. Oui, en fait, on est dans une situation de non-droit écologique. Il y a des parties entières du territoire français dans lesquelles la loi n'est pas respectée. C'est-à-dire que les normes, les maximums de pollution sont dépassés. Alors c'est Paris, c'est Grenoble, c'est Lyon, c'est la plupart des grandes métropoles. Le Conseil d'État, donc l'instance suprême en termes de droit français, a déjà condamné le gouvernement pour inaction, pour résumer. Ouais. Et actuellement, l'Union européenne a lancé une action en justice, pareil, contre la France et contre d'autres pays aussi, parce que, justement, c'est un scandale, c'est illégal, en fait. Alors, justement, en quoi l'État est-il fautif ? Qu'est-ce qu'il ne fait pas ? C'est très simple. Il y a des normes. Il y a le niveau maximum de pollution qu'il ne faut pas dépasser. Le travail de l'État, c'est de faire respecter ces normes parce que sa mission, c'est de protéger les gens. Et aujourd'hui, ça n'est pas le cas. Encore une fois, par exemple, en Île-de-France, il y a plus d'1 million de personnes qui sont exposées en permanence à des niveaux qui dépassent les seuils légaux. Alors, on a tous vu les alertes pollution, on a l'habitude de voir ça régulièrement une quinzaine de fois dans l'année. Est-ce que les particules que l'on mesure sont effectivement les plus dangereuses pour notre santé ? C'est un vrai problème, c'est qu'aujourd'hui, on ne mesure que, d'une certaine manière, la partie émergée de l'iceberg. Il y a tout un ensemble de particules beaucoup plus petites, mais qui sont beaucoup plus toxiques, qu'on ne mesure pas. Plus elles sont petites, plus elles vont pénétrer à l'intérieur du corps, et plus donc elles vont pouvoir avoir des effets nocifs. Ces particules, on les appelle les ultrafines. Ouais. Et on ne les mesure pas. Elles ne sont pas mesurées de manière réglementaire, et donc on ne sait même pas vraiment à quel niveau on est exposé au quotidien. Ça veut dire que les alertes pollution, en fait, ça ne suffit pas pour préserver notre santé. C'est ce que vous êtes en train de nous dire. Absolument. Mais ça n'empêche que l'État devrait au moins respecter les lois qu'il met en place. Et que ce n'est pas le cas. Alors, qu'est-ce qui pourrait être mis en place justement pour éviter ces pics de pollution ? Et j'ai envie de vous demander tout simplement, pourquoi ce n'est pas mis en œuvre ? Je pense que les gouvernements, parce que ce n'est pas que celui qui est au pouvoir actuellement, mais les gouvernements dans l'ensemble, manquent de courage. Parce qu'il faut du courage pour diminuer la place de la voiture dans les grandes villes, diminuer l'importance du chauffage au bois parce que c'est un plaisir, lutter contre les industries polluantes, et il y en a encore de nombreuses en France. Voilà, il faut du courage et malheureusement, pour l'instant, je ne le vois pas. Si on avait sur nos portables une application qui tous les jours nous donnait la qualité de l'air, est-ce que vous pensez que les politiques seraient un peu plus empressés à prendre des décisions si tout simplement, nous, on était mieux informés ? Malheureusement, ce n'est pas un problème d'information, parce que ça fait des années que les associations comme Respire, mais comme d'autres, martèlent qu'il y a un problème de santé publique majeur. On est face à une crise sanitaire. Mais c'est quoi alors, la peur des lobbies ? En tout cas, ce n'est pas l'information, donc effectivement, c'est une inaction coupable. Il y a une crise sanitaire, je crois qu'il y a une crise politique majeure qui va avec. Merci à vous, Olivier Blond. Merci à vous. Alexandre Benalla, ce nom résume à lui seul l'une des affaires qui embarrassent le plus l'Élysée depuis des mois. Le 1er mai 2018, ce chargé de mission auprès d'Emmanuel Macron était filmé en train de frapper violemment un manifestant. Depuis, on a découvert la part d'ombre de cet homme qui avait la confiance du chef de l'État. Ce soir, Envoyé spécial vous fait de nouvelles révélations. Qui a fait disparaître son coffre-fort avant la perquisition de la police judiciaire ? Les proches du président de la République ont-ils continué à l'aider alors qu'il était officiellement licencié ?
Pour la première fois, un témoin clé s'exprime. Nous avons aussi rencontré Alexandre Benalla. Ils nous livrent chacun leur vérité. Les secrets de l'affaire Benalla, l'enquête est signée Romain Boutilly, Tristan Walex, avec Mathieu Régnier, Mickaël Bozo et Adrien Bellet. Comme d'habitude, il nous a prévenus au dernier moment, 1 heure avant le rendez-vous. Nous enquêtons sur lui depuis 3 mois. Samedi dernier, dans la soirée, il nous a une nouvelle fois proposé une rencontre. Dans son QG, un hôtel de luxe à 300 mètres du palais présidentiel. Voici Alexandre Benalla, l'homme qui embarrasse l'Élysée. L'ancien conseiller, reconverti dans les affaires, fait désormais profil bas. Il refuse de témoigner face caméra. Mais il nous a parlé pendant 3 heures et nous a autorisé à retranscrire ses propos. Nous avons abordé avec lui les volets les plus sensibles de l'affaire qui portent désormais son nom. La France a découvert le visage d'Alexandre Benalla avec cette incroyable vidéo. Regardez bien sa tête! Regardez bien sa tête, il l'a tabassé par terre! Regardez bien, il l'a tabassé par terre! Depuis, l'affaire d'été est devenue une affaire d'État. Soupçons d'armes non déclarées, de passeports diplomatiques dissimulés, mystérieux contrat avec un milliardaire russe proche de la mafia. Pas un mois sans une révélation. C'est quelqu'un qui n'a aucun espèce de sens de l'interdit. Et plus il sera démasqué dans son mensonge, plus il en inventera d'autres pour s'en sortir. Et c'est ça qui lui plaît. Nous avons obtenu le témoignage exclusif d'un homme clé. Un militaire accusé à tort, selon lui, d'avoir caché le coffre-fort d'Alexandre Benalla. Dans le salon, il y a un coffre vide qui est posé. Monsieur Benalla, chaque fois où j'y étais, il était pas seul. Les vrais barbouzes sont toujours présents et j'étais la cible la plus simple à abattre et la plus facile. Alexandre Benalla, l'ancien chargé de mission de l'Élysée, est-il encore soutenu au sommet de l'État? S'il cherche un responsable, dites-leur chaque jour. Vous l'avez devant vous. Le seul responsable de cette affaire, c'est moi. Un certain nombre de personnages ont complètement dysfonctionné à l'Élysée parce qu'il fallait protéger le soldat Benalla. Il est protégé, mais 10 000 fois, Alexandre Benalla, du début à la fin. Il a certainement gardé des amitiés là-bas. C'est pas parce que vous fautez que vous devez couper tous les liens. Cette relation de cœur, d'amitié, de fraternité est importante dans la vie. Nous allons vous révéler le rôle trouble de certains membres de l'Élysée. Comment les frasques d'Alexandre Benalla auraient pu mettre en danger jusqu'à la sûreté de l'État. Je suis pas un voyou ou je sais pas comment on a pu me qualifier encore de petite frappe. Non, c'est pas tout à fait le cas. Un des épisodes qui a le plus intrigué s'est produit dès les premières heures de l'affaire, le 20 juillet dernier. Sur les bords de Seine, à Issy-les-Moulineaux, a eu lieu une perquisition rocambolesque au domicile d'Alexandre Benalla, avec un coffre-fort qui s'est volatilisé. Le vendredi soir, il y a donc mes collègues de la BRDP qui sont arrivés, 2, qui sont arrivés sur place à 20h10. Ils sont arrivés à peu près normalement par cette rue-là. Ils se sont garés à proximité de l'entrée de l'immeuble. Ils se sont dirigés ensuite vers l'immeuble. L'APJ veut notamment saisir l'armoire forte de l'ancien garde du corps. Alexandre Langlois, gardien de la paix, s'est fait raconter par ses collègues cette perquisition ratée. Ils sont allés au premier étage où se situe l'appartement de M. Benalla, donc au premier étage. On demande à M. Benalla s'il ne veut pas donner le numéro de sa femme, parce que lui, il n'a pas les clés. Sa femme, il ne veut pas donner son numéro, voilà, donc du coup, impossible de la joindre également. Pas de clé, pas d'équipement pour enfoncer la porte, pas le bon serrurier. Les enquêteurs vont patienter, bloqués sur le palier, pendant 3 quarts d'heure, jusqu'en début de soirée. 21h05. Nos collègues disent, écoutez, ils rappellent leur officier en disant on a tout essayé pour rentrer, donc hors des données de rentrer
à la maison, de ramener M. Benalla et on recommencera la perquisition le lendemain matin. Et ils ont quand même laissé sur place, sur la porte, un scellé. Et ça arrive des fois de rater des perquisitions ou c'est assez rare, voire exceptionnel? C'est assez rare et exceptionnel de rater des perquisitions. Après, ce qui peut être raté, c'est que la personne est avertie, n'est pas là, ou on ne trouve pas les preuves comme on veut. Mais de rentrer dans un appartement pour la police ou dans une maison, ça semble assez inconcevable à l'époque actuelle. Je veux dire, on peut réquisitionner des serruriers, on a des serruriers, on a des béliers, on a des moyens pour rentrer un peu partout. Donc si on veut rentrer quelque part, la police peut rentrer. Une interruption inhabituelle de la perquisition qui aura de graves conséquences. Le lendemain, quand les enquêteurs reviennent et pénètrent enfin dans l'appartement, le coffre-fort a disparu. Questionné le jour même en audition, Alexandre Benalla ne se démonte pas. Nous n'avons pas constaté la présence à votre domicile de l'armoire forte. Pouvez-vous nous dire où elle se trouve? Aucune idée. Elle a dû être emmenée dans un lieu sûr par une personne. Mais ce n'est pas moi qui me suis occupé de cela. Les enquêteurs n'insistent pas. Un manque de curiosité qui a poussé un syndicat de police à réclamer une enquête. D'abord refusée, elle a finalement été ouverte après 7 mois d'insistance. Le fait de modifier une scène de crime, ou d'un délit, le fait de substituer des preuves, de les enlever à la justice pour éviter la manifestation de la vérité, c'est un délit, c'est 3 ans de prison et 45 000 € d'amende. Donc en fait, c'est pas rien, c'est pas quelque chose d'anodin. Et c'est pour ça qu'on est quand même trouve assez amusant et c'est bizarre que la justice n'ait pas fait plus d'investigation sur un délit qui est quand même assez important. À l'heure actuelle, on ne sait toujours pas qui c'est qui a déplacé ce coffre, on ne sait toujours pas où est ce coffre et on ne sait toujours pas ce que contenait ce coffre. Un mystère, aujourd'hui objet de tous les fantasmes. Que renfermait ce coffre-fort? Qui a bien pu prendre un tel risque pour Alexandre Benalla? Des complices seraient-ils vraiment venus en pleine nuit violer un scellé de la police afin d'exfiltrer des pièces à conviction et soustraire à la justice certains secrets du conseiller de l'Élysée? En février dernier, la presse a fini par sortir un nom. Chokri Wakrim, un soldat d'élite, se serait personnellement occupé de cette opération de barbouzerie. En couple avec la chef de sécurité de Matignon, ce militaire est un ami proche de Benalla. Il est au cœur de cette affaire. Du coffre-fort au contrat russe, Chokri Wakrim est un témoin central. Il nous a fallu des mois pour le convaincre de nous parler. Nous allons découvrir un homme qui clame son innocence et se révèle très bavard. Pour la première fois, il accepte de se confier, mais souhaite dissimuler son visage et sa voix, pour des raisons de sécurité. Soumis au devoir de réserve, le militaire prend le risque en s'exprimant d'être lourdement sanctionné par l'armée. On m'a accusé de tout. On m'a accusé du coffre-fort. On m'a accusé du contrat russe. On m'a accusé de l'enregistrement. Effectivement, je pense que j'ai été le dénom de la farce et j'ai été la cible la plus simple à battre et la plus facile. En dédouanant les vrais responsables, qui sont peut-être encore en fonction ou encore au pouvoir, avec des postes plus importants que le mien. Chokri Wakrim pense avoir servi de fusible. Même s'il n'est pas mis en examen, il a été muté par l'armée et sa compagne a perdu son poste à Matignon. Son seul tort, à l'entendre, serait d'avoir fréquenté d'un peu trop près Alexandre Benalla, l'été dernier, en l'accompagnant un peu partout. La seule chose qu'on peut me reprocher, c'est d'avoir été là à un moment donné où un camarade était dans la souffrance et qui m'a demandé de l'aider en le conduisant d'un point A à un point B, tout simplement. Pour rappel, il venait d'avoir un enfant, un mariage annulé, des journalistes devant sa porte, puis l'affaire du 1er mai qui venait de sortir. Je comprends qu'il était dans la détresse. Il a rencontré Alexandre Benalla il y a 5 ans, via des amis communs, des gardes du corps et des soldats. Le militaire dit avoir tout vu, même le mystérieux coffre-fort. Il assure aussi avoir assisté à des discussions troublantes qui incrimineraient des salariés de l'Élysée. Longuement, Chokri Wakrim va nous livrer sa vérité.
D'après les déclarations d'Alexandre Benalla, un ami a fait disparaître son coffre-fort personnel. La presse m'a dit que cet ami, c'était vous. Je vais pas faire un acte qui est délictuel. Enfin, concrètement, ma camaraderie s'arrête là. Vous l'aurez fait si Alexandre Benalla vous avait demandé de déposer le coffre-fort? Non. Je n'ai pas les moyens, et puis c'est pas de mes convictions. Je n'ai pas effectué le déplacement de ce coffre, je n'en suis pas l'auteur. Ce week-end-là, en question, je n'étais pas là. J'ai un bon alibi qui démontrera que c'était pas moi. Un alibi que nous avons cherché à vérifier avec ces documents officiels de l'armée. Une feuille d'émargement et ce qu'on appelle un état mensuel des activités de service. Ces pièces semblent indiquer que le sergent-chef Ouakrim était de permanence sur la base de Villacoublay du 20 au 23 juillet 2018, 24 heures sur 24, au moment de la disparition du coffre-fort. Selon un journaliste qui a longuement enquêté sur cet épisode, les vrais responsables seraient en fait des fidèles d'Emmanuel Macron. Ce que plusieurs interlocuteurs m'ont assuré, c'est que le déménagement, en tout cas du coffre au domicile d'Alexandre Benalla, n'a pas été assuré par une seule personne, a été assuré par plusieurs personnes et vraisemblablement a été assuré par des gens qui ont fait partie de l'équipe de sécurité d'Emmanuel Macron pendant la campagne présidentielle. Des gens qui donc ont travaillé avec Alexandre Benalla. Des proches de la présidence de la République en sauraient-ils plus sur la disparition du coffre-fort? Chokri Ouakrim en est certain. S'il dément l'avoir déplacé, il reconnaît avoir vu le fameux coffre que les enquêteurs cherchent partout. C'était l'été dernier, dans l'appartement parisien où Alexandre Benalla était hébergé après sa garde à vue. Il affirme y avoir croisé au moins 2 salariés de l'Élysée, un garde du corps et un conseiller du président de la République, qui auraient vu le coffre-fort sans rien dire. Effectivement, dans le salon, il y a un coffre vide qui est posé. Je ne suis pas le seul à avoir rendu visite à M. Benalla. Chaque fois où j'y étais, il était pas seul. Il y avait du monde. Des personnes issues de son milieu professionnel, de son environnement. Donc de l'Élysée. Je pense que les personnes qui sont passées ont dû voir, comme moi, un coffre posé dans ce salon. Le militaire dit aussi se souvenir d'une étrange discussion concernant un 2e coffre-fort soustrait à la justice. Encore une fois, des proches de la présidence seraient impliqués. Un soir, la veille d'une perquisition à l'Élysée, Chokri Ouakrim, assis en retrait, aurait surpris Alexandre Benalla en train de demander un service à un garde du corps du président Macron. Tiens, voilà mes clés. Tu peux aller à l'Élysée récupérer des affaires dans le coffre qui se trouve dans mon bureau. Tu n'allumes pas la lumière. Tu passes par la petite porte entre mon bureau et celui d'à côté. Et tu mets tout dans le sac à dos. Benalla lui dit directement « il faut que j'aille vider le coffre à l'Élysée ». Et il lui dit « tu passeras par tel endroit et tel endroit ». Parce qu'il y a une porte qui donne sur notre bureau. Il lui a dit de manière aussi claire que ça. C'est simple comme discussion, tu vois. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de... C'est en toute transparence, tu vois. Le mec, il lui dit pas parce qu'il y a des armes ou machin à l'Élysée. Il lui dit parce qu'il y a des éléments personnels concernant la campagne. Il y a des relevés bancaires, des choses personnelles de l'épouse du président machin qui n'ont rien à faire dans ce coffre-là. Il lui dit ça en lui parlant de relevés bancaires, de clés USB, de données. Un épisode sensible que le soldat Ouakrim assure avoir déjà raconté sous serment auprès du renseignement militaire et de la DGSI. En accord avec Chokri Ouakrim, nous avons décidé de protéger l'identité de ce garde du corps qui serait, d'après notre témoin, revenu à l'Élysée discrètement peu avant minuit. Dans le bureau d'Alexandre Benalla, il aurait vidé une partie du coffre dans un sac à dos avant de repartir. Nous avons questionné le service presse de l'Élysée qui nous a répondu ne pas commenter une enquête en cours. Mais en off, un conseiller de l'Élysée cherche à dédramatiser. Avant de savoir que son bureau allait être perquisitionné, Alexandre souhaitait en effet récupérer quelques affaires, mais pas grand-chose. Je pense qu'il s'agissait, comme pour le coffre de chez lui, de badges, de pins et autres trucs de ce genre.
Qu'est-ce que pouvaient renfermer ces coffres? Bon, tout le monde se le demande, c'est la grande question. Effectivement, on a évoqué la question des armes de Benalla, mais ça peut être aussi des documents confidentiels. Donc on voit bien le caractère extrêmement sensible aujourd'hui, toujours, de ces coffres. Où sont-ils passés? À quoi ont-ils servi? Et pourquoi était-il si urgent de faire disparaître ces coffres? Pour vérifier si un deuxième coffre a vraiment été vidé la veille d'une perquisition, nous sommes allés enquêter sur place, à l'intérieur même du palais de l'Élysée, là où travaille le garde du corps pointé du doigt. Il y a une semaine, alors que se termine le Conseil des ministres, le voici, en costume gris, qui sort de son bureau et salue ses collègues. Excusez-moi, c'est nous qui vous avons appelé avant-hier. Ah d'accord, ok. Mais moi je veux juste bosser, je veux juste faire mon boulot, donc ça c'est un peu chiant. Là, vous êtes pas encore sur l'affaire Benalla? Nous le filmons de loin. Faut le laisser, putain, il va bien ramasser quand même, non? Enfin, je sais pas. On sait que le coffre d'Alexandre au bureau a été vidé, c'est une certitude, et on sait que vous êtes potentiellement venu le faire. Il vous a pas demandé. Le 23 ou le 24 juillet. Je remonte mon agenda, mais ouais. Non, je peux ça en plus. Non, c'est pas bon. Oui, mais à titre amical, vous auriez pu le faire. C'est pas. Parce qu'il sait quand même les implications, les choses et les trucs qu'ils ont vendu, ça pourrait le faire. Ok. Voilà. Nous comprenons que nous ne sommes pas les premiers à lui poser la question. Il nous confie avoir déjà été interrogé par sa hiérarchie. Je lis complètement tout ce... Et c'est-à-dire les deux coffres, à la fois ici les Moulineaux, à la fois celui de l'Élysée? Oui. Est-ce qu'il a pu vous le demander de vider son coffre sans que vous le fassiez? Vous ne le diriez pas, de toute façon. Non, mais même, non, de toute façon, mais même, enfin, ouais, je dis, mais il m'a jamais rien. Bon, les gars, allez, vous avez notre numéro si vous changez d'avis, de toute façon. Samedi dernier, lors de notre rendez-vous dans un hôtel parisien, Alexandre Benalla a défendu son ami garde du corps sur ces histoires de coffre-fort. Un non-sujet selon lui. Je vous jure sur la tête de mon fils que mon coffre-fort personnel est parti de chez moi avant même la première perquisition. C'était pour éviter que les armes soient dérobées par des militants d'extrême gauche. Dans ce coffre, il n'y avait aucune preuve, aucun document confidentiel. C'est du fantasme. Donc il n'y a pas de délit. Et pour le coffre de l'Élysée, je n'ai jamais demandé à un copain garde du corps ni à personne d'autre d'aller le vider. D'après nos informations, les policiers n'écartent aujourd'hui aucune piste, y compris celle du garde du corps et d'autres salariés de la présidence de la République. Pour l'instant, aucun n'a été auditionné. Depuis un an, l'Élysée a toujours soutenu qu'Alexandre Benalla n'avait eu droit à aucun traitement de faveur. Dans notre République, depuis un an, il n'y a eu qui que ce soit protégé ou soustrait aux règles, aux droits de la République. Il n'y a jamais eu de prébande pour Alexandre Benalla, à l'Élysée. Il n'a pas été protégé. Il n'a pas été protégé face à la justice, face aux médias. Derrière le discours de fermeté, nous avons voulu savoir le rôle réel de la présidence. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ouais. Éric Plumer est un intime d'Alexandre Benalla. Lorsqu'on rentrait tard... C'est lui qui l'a fait démarrer dans la sécurité, en tant que chef du service d'ordre du Parti Socialiste. Vous mettiez où alors avec Alexandre? Ici ou celle-là, ça dépend à combien on était. Après la mission, décompressé, il était minuit, 1h du matin, on était toujours accueillis superbement. Et c'est un bon camarade de déjeuner ou de dîner alors, Alexandre? Formidable. Je vous dirai pas de mal d'Alexandre, j'en pense que du bien. Éric Plumer a pris le jeune homme sous son aile, il y a près de 10 ans. Je le considérais un peu comme mon fiston. Quand je l'ai connu, il n'y avait pas de papa. Il a assisté à son ascension fulgurante jusqu'au sommet de l'État. Là, moi, je suis ici, Alexandre est de dos et Monsieur Macron est là. Et il en était fier de cette confiance du couple Macron. Alexandre Benalla, il vous a raconté s'il avait été un peu soit en contact, soit soutenu par l'Élysée après son licenciement? Il m'en parlait, il m'en avait parlé un petit peu, oui. Il vous avait dit quoi? Qu'il continuait à échanger avec le patron, comme il l'appelait. Voilà. Et qu'est-ce qu'il disait le patron alors, Emmanuel Macron? Ah ça, par contre, je sais pas. Il me disait qu'il s'envoyait des SMS de temps en temps. C'était pas courant, mais de temps en temps. Mais voilà. Après son licenciement?
Après son licenciement, oui. On sentait bien qu'il avait besoin de ça, ça le réconfortait. Du soutien, de savoir que M. Macron gardait son amitié envers lui. M. et Mme Macron et Alexandre Benalla étaient en quelque sorte des amis. Donc ça fait du bien de se sentir soutenu en tant qu'ami malgré les erreurs qu'on a faites. Selon Ariane Chemin, qui a révélé l'affaire Benalla pour le journal Le Monde, ce n'est pas que par amitié que l'Élysée a gardé le contact. On continue à entretenir des rapports avec lui, ils sont plusieurs, le conseiller politique du président, le président lui-même, pour lui montrer que voilà, il n'est pas banni, que voilà, il a fait une connerie, mais on continue à lui parler, et c'est un moyen de le traiter, comme on dit. Traiter quelqu'un, c'est le bichonner pour l'empêcher aussi d'avoir des sorties un peu vives ou de parler de choses dont il ne faudrait pas qu'il parle, c'est ça aussi. Un soutien discret que va nous détailler notre témoin Chokri Wakrim. En juillet 2018, alors qu'Alexandre Benalla fait la une des journaux, l'homme traqué aurait été secrètement pris en charge par une proche du couple présidentiel. Une spécialiste de la communication, Michel Marchand, alias Mimi. L'amie intime de la première dame, la reine des paparazzis, qui depuis la dernière campagne s'occupe de l'image people du couple Macron. C'est cet habitué du palais qui, au cœur de la tempête, aurait chaperonné Alexandre Benalla pendant plusieurs jours. C'est celui-là, l'appartement. C'est ça là, la porte. Et là, cette voie-là, elle était en travaux, je me garais à droite. Et c'est là où je l'ai aidé à transporter ses affaires. Il m'a dit que c'est une amie et qu'il va dormir quelque temps avec sa femme et son enfant chez cette personne. Il m'a dit que c'est chez Mimi. Et je comprends ensuite, en rentrant chez cette personne, que c'est une personne qui est dans la communication et qui est proche de l'Élysée. Des révélations surprenantes. Lors de notre premier appel, Mimi Marchand dément farouchement avoir eu affaire au sulfureux Benalla. Il a été logé chez vous quelques jours, fin juillet, c'est ça? Chez moi, jamais de la vie. C'est une fausse information, croyez-moi. Alexandre Benalla n'est jamais venu chez moi, même pas pour prendre l'apéritif. Il ne sait pas où j'habite. Je lui ai encore moins prêté mon appartement. Il a encore moins habité chez moi, en aucun cas. Vous ne vous êtes jamais occupé ni officiellement ni officieusement d'Alexandre Benalla? En aucun cas. Mais en aucun cas. J'ai une agence de photos, j'ai travaillé, et je travaille d'ailleurs toujours pour l'Élysée, puisque je fais partie du comité de liaison. Mais à partir du moment où tout ça est parti en vrille, je ne m'en suis pas du tout occupé. Je n'avais d'ailleurs aucune légitimité pour m'en occuper, et personne ne me l'a demandé. Pourtant, Chokri Wakrim garde un souvenir très précis du moyen de locomotion qu'aurait offert Mimi Marchand à la famille Benalla pour pouvoir se déplacer à l'abri des regards. On utilise une camionnette de la société Bastimage, la société de Madame Marchand, qui utilise, j'imagine, ses employés, ses journalistes. Ouais. Ça ressemble plutôt à un sous-marin, vitre teintée, avec les petits rideaux qui vont bien pour spotter, je pense, qu'il faut. Après des semaines d'insistance, Michel Marchand finit par nous recevoir dans son agence. Face aux détails fournis par Chokri Wakrim, elle change de version, du bout des lèvres. Je lui ai peut-être prêté ma voiture personnelle, 2 ou 3 fois fin juillet, mais pas la camionnette de paparazzi. Je l'ai hébergée, mais seulement 2 nuits, et dans l'appartement d'un ami. L'Élysée ne m'a jamais rien demandé. Je l'ai fait de moi-même, par amitié et sympathie pour Alexandre. La réaction embarrassée de Michel Marchand fait aujourd'hui sourire son ancien protégé. Chez Mimi, je suis resté une semaine, facile. Elle m'a prêté plusieurs voitures aussi. Elle m'a même proposé de l'argent, mais j'ai refusé. Franchement, je vois pas pourquoi elle n'assume pas. C'est elle qui a proposé de m'aider, moi je lui ai rien demandé. À mon avis, elle a fait tout ça pour se faire bien voir de l'Élysée. Des gens qui l'ont aidé en espérant se faire bien voir par le pouvoir. Alexandre Benalla va en croiser beaucoup après son licenciement. D'autant plus que l'ancien conseiller fait savoir à qui veut l'entendre qu'il a gardé beaucoup d'amis au château. Parmi ses nouvelles relations, le millionnaire Vincent Miclet. C'est cet homme d'affaires qui va introduire Alexandre Benalla dans le monde fermé des intermédiaires faisant du business entre la France et l'Afrique.
Dans son château en Dordogne, l'été dernier, Vincent Miclet a fait de Benalla l'invité de prestige d'un week-end entre hommes d'affaires, dont voici quelques souvenirs. Alexandre Benalla se laisse filmer en compagnie de ses nouveaux contacts. Au milieu des berlines de luxe de Vincent Miclet, on aperçoit des dignitaires africains, des banquiers, des agents de joueurs de foot, avec qui Alexandre Benalla discute contrats et anecdotes sur les coulisses de l'Élysée. Le propriétaire du château qui a organisé le week-end, nous l'avons retrouvé à Marrakech. Le voici dans l'une de ses nombreuses Bentley. Vincent Miclet est un personnage haut en couleur, à la fortune estimée à 500 millions d'euros. L'homme est un intermédiaire historique de la France-Afrique. Il a fait fortune dans l'industrie alimentaire, la construction et le pétrole en Angola. Envoyez-moi ça tout de suite. Envoyez-moi ça tout de suite. L'ami d'Alexandre Benalla nous accueille dans son splendide palais mauresque, au cœur de la palmeraie de Marrakech. Alors donc ici on est dans une propriété de à peu près 3 hectares 200. On a à peu près 8000 mètres carrés de construit. Parce qu'on a un spa en dessous aussi qui fait toute la longueur du bâtiment. Mohamed, il faut mettre tous les géants en route là. Hein. Les petits jets là. Avec 15 employés à l'année et 14 chambres, Vincent Miclet a de quoi en mettre plein les yeux à tous ses hôtes, parmi lesquels Alexandre Benalla. Donc ici, il y a un pavillon avec 2 suites, un autre pavillon avec 2 suites. Et par exemple, Alexandre, quand il vient, il va où? Il va dans un des pavillons. C'est celui-là. L'une des destinations favorites de l'ancien conseiller élyséen. Il est chez lui. Et il vous appelle et il débarque comme ça à l'improviste? Oui, il vient et il fait partie de la famille, c'est pareil. Vincent Miclet a aussi fait un virement de 50 000 € à son protégé. Il assure avoir eu un coup de foudre amical pour ce jeune très prometteur. Bah écoutez, c'est quelqu'un qui a le sens de la répartie, il est brillant, il est amusant, il a la joie de vivre, il est, comment dirais-je, audacieux, volontaire, avec un cœur toujours, comme moi. Et je pense que j'ai reconnu un petit peu dans ce jeune garçon, un petit peu ce que j'étais quand j'avais son âge. Quand vous l'avez rencontré, est-ce que vous vous êtes dit, tiens, ça serait intéressant que ce garçon soit mon ami? Je ne vais pas dire que c'est intéressant, parce que moi, je ne travaille qu'en Afrique. Donc, pour moi, personnellement, la politique en France ne m'intéresse pas énormément. Est-ce que grâce à M. Benalla, vous avez été reçu à l'Élysée? Non, j'ai jamais été reçu à l'Élysée, personnellement. Alexandre avait ses bureaux, donc effectivement, on pouvait... je suis allé peut-être une fois, je pense, mais c'est tout. Dans un cadre purement informel et d'amitié, voilà. Vous n'avez jamais eu un rendez-vous avec quelqu'un de l'Élysée en dehors de... Jamais j'ai... Ça, c'est... si on vous l'a dit, c'est de la pure fabulation. Pourtant, d'après notre enquête, alors qu'il était licencié et censé ne plus avoir aucun rôle auprès de l'Élysée, Alexandre Benalla a bien joué les entremetteurs avec au moins un conseiller de la présidence. Ce conseiller en personne nous le confirme lors d'un rendez-vous discret. Un jour, Alexandre m'appelle et me dit « Écoute, faut que tu me rendes un service, s'il te plaît. » Je le rejoins dans un palace. Je vois Alexandre, un Africain, et Vincent Miclet qui me dit « Bonjour, monsieur le conseiller, merci de nous recevoir. » Puis il parle d'influence russe en Afrique. Et là, je réalise qu'en fait, Alexandre a promis à tous ses hommes d'affaires un rendez-vous à l'Élysée et que je me suis fait piéger. Je
Je pense qu'il y a beaucoup d'intermédiaires, d'hommes d'affaires, voire de marchands d'armes, etc., qui cherchaient l'endroit pour pénétrer la Macronie. Et ils n'avaient pas le mode d'emploi. Et quand il y a un de ces piliers, on peut dire, qui est éjecté du système, tout le monde lui tombe dessus. Tout le monde lui tombe dessus. Parce que tous ces gens-là, qui n'arrivaient pas, qui tournaient, qui rôdaient autour de l'Élysée sans arriver à rentrer dedans, si je puis dire, et bien tout d'un coup, ils se disent, mais Benalla, c'est génial. Et il est ultra courtisé. Il a vu beaucoup de courtisans. Quand il était à l'Élysée, tout d'un coup, c'est lui qu'on courtise et ça lui plaît. Cette influence, Alexandre Benalla va en jouer auprès de plusieurs hommes d'affaires, notamment auprès de son autre nouveau mentor, Philippe Ababou Solomon. Alexandre Benalla s'est installé 3 mois à Londres, aux côtés de cet ami bienfaiteur. Solomon est un spécialiste de la diplomatie parallèle, un intermédiaire qui démarche des chefs d'État africains pour conclure des contrats. J'ai un ami qui m'a prêté un petit studio où j'ai logé Alexandre et sa famille, c'est juste là à droite. Un appartement, un prêt de 15 000 €. Solomon va lui aussi miser sur le jeune Benalla. Il l'a même emmené pour une tournée dans une vingtaine de pays. Congo, Cameroun, Tchad. L'apprenti businessman rencontre des dignitaires et se forme au métier d'intermédiaire entre des sociétés privées et des États. Là où certains auraient pu voir en Benalla un ex-conseiller au chômage, l'homme d'affaires, lui, a flairé une belle opportunité d'accéder à l'Élysée. Il n'avait pas d'expérience dans l'international. Il n'a pas d'expérience dans les affaires. Donc la seule utilité qu'il pouvait avoir, c'était le lien revendiqué avec l'Élysée. C'est toujours intéressant d'avoir quelqu'un qui a l'écoute du président de la République, et il avait l'écoute du président de la République, si ce n'est directement, du moins avec tout l'entourage. C'est-à-dire avec les conseillers du président. Enfin, il a travaillé à l'Élysée, donc c'était ses collègues de travail. Pourtant licencié, Alexandre Benalla présente à Philippe Ababou Solomon 2 conseillers de l'Élysée en poste à l'état-major particulier du président Macron. Est-ce que vous avez été surpris de pouvoir rencontrer ces conseillers par l'entremise d'Alexandre Benalla, qui lui était viré de l'Élysée? Oui, effectivement, oui, c'était surprenant, mais c'était aussi, je pense, un moyen pour Benalla de montrer qu'il avait toujours son pouvoir et que son affaire n'était pas si grave que ça. Quel intérêt avait Alexandre Benalla à jouer les intermédiaires entre les hommes d'affaires et des membres influents de l'Élysée? Aurait-il monnayé ses accès privilégiés? L'intéressé se défend de tout soupçon de trafic d'influence. J'ai jamais touché un centime pour avoir mis en relation Miclé et Solomon avec des conseillers du château. S'ils m'ont donné de l'argent, c'était des prêts pour m'aider à ouvrir mes sociétés. En aucun cas une contrepartie en échange de mes contacts. Alexandre Benalla, il arrive à l'Élysée en disant, bon, alors Macron, ça va être 5 ans, 10, mais après, moi, je veux gagner de l'argent. Et il sait très bien que c'est là qu'il pourra se faire un carnet d'adresses formidable. C'est important pour Benalla. Il pense déjà à l'après parce qu'il n'a jamais cessé de faire des affaires, y compris lorsqu'il était à l'Élysée. Cette double vie de Benalla, à la fois homme du président et homme d'affaires, a été, selon certains, jusqu'à menacer la sécurité de l'État. C'est l'histoire d'un sulfureux contrat russe. Un business de sécurité privée qui va de l'Élysée à Monaco en passant par Moscou et qui a valu en France l'ouverture d'une enquête préliminaire pour corruption. Alexandre Benalla, habilité secret défense, s'est retrouvé mêlé aux affaires d'Iskander Makhmoudov, un oligarque suspecté de liens mafieux, décoré par Vladimir Poutine. Y aurait-il eu un risque d'ingérence? Devant la commission d'enquête du Sénat, Alexandre Benalla a été longuement interrogé sur ses multiples casquettes. Il a nié tout conflit d'intérêts. Je vous invite, Monsieur Benalla, à prêter serment de dire toute la vérité, rien que la vérité. Levez la main droite et dites « Je le jure ». Je le jure. Je voulais vous demander si vous connaissiez Monsieur Iskander Makhmoudov.
Je ne connais pas cette personne, mis à part à travers la presse, je ne l'ai jamais rencontrée. Je répète devant vous, je n'ai eu aucun lien professionnel avec des sociétés de sécurité ou de défense lorsque j'ai occupé mes fonctions à l'Élysée. Un témoignage sous serment, mis à mal par des enregistrements publiés par Mediapart. Des révélations qui ont valu au journal une visite inédite de la brigade criminelle. C'est là, ça s'est passé. Ouais. La maréchaussée n'est pas allée plus loin que là. En fait, il y a la personne à l'accueil du journal qui m'a dit, c'était le 4 février au matin, enfin oui, c'est un procureur qui vient. Bonjour monsieur, c'est pour une visite domiciliaire. En d'autres termes, c'est une perquisition. Voilà, ce sont les mots précis du procureur. Vous l'avez vécu comment, vous ? Moi, j'étais sidéré. C'est la première fois dans l'histoire du journal, ça fait 11 ans qu'on existe, qu'on est la cible d'une tentative de violation de l'intégrité physique de la rédaction. Les 3 policiers, accompagnés de 2 procureurs de la République, ont finalement été conduits. Ils voulaient en savoir plus sur l'origine de ces enregistrements clandestins. On y entend Alexandre Benalla avec un ami, Vincent Kraz, ex-responsable de la sécurité de la République En Marche, lui aussi est mis en examen pour les violences du 1er mai. En pleine procédure de licenciement, Alexandre Benalla s'amuse de ses amitiés au sommet de l'État. Le patron hier soir, il m'envoie un message. Il dit tu vas les bouffer. T'es plus fort qu'eux, c'est pour ça que je t'avais auprès de moi. Voilà, donc là, c'est Benalla qui parle de son soutien en pleine tempête de l'affaire qui déjà porte son nom, du soutien de l'Élysée et du premier locataire de l'Élysée, à savoir Emmanuel Macron. Donc le patron nous soutient ? Ah bah il fait plus que nous soutenir. Il l'a redit encore et je suis fier d'avoir embauché Alexandre Benalla à mon cabinet. Sur le reste, la justice sert pas son travail. Quand j'entends les conneries qui ont été dites, machin, etc., il est comme un fou. Alors que leur contrôle judiciaire leur interdit de se voir, Alexandre Benalla et Vincent Kraz semblent discuter montage financier et dissimulation du fameux contrat russe. Il faut changer de portage, il faut faire ce qu'on avait prévu de faire il y a 3 semaines. Il faut faire changer le nom de... Il faut que tu disparaisses de la boîte. On découvre que Alexandre Benalla est au cœur des manœuvres du contrat russe, y compris financièrement. Il y a la brigade financière qui a ouvert une enquête sur la boîte. Il y a une panique qui saisit Benalla et Kraz, c'est que la police française mette la main dans une perquise, des témoignages, sur le contrat russe. Ce contrat a été négocié en juin 2018, à 500 mètres de l'Élysée, dans ce bar à chicha. Bien qu'il ne signe rien, Alexandre Benalla assiste aux pourparlers, en plein mélange des genres. Alors qu'il est salarié de la présidence, c'est lui qui aide son ami Vincent Kraz à récupérer plusieurs centaines de milliers d'euros de commissions sur ce marché de sécurité privée. Notre témoin Chokri Wakrim a travaillé comme garde du corps à Monaco sur ce contrat. Il a été personnellement choisi par Alexandre Benalla pour protéger la famille de l'oligarque. Est-ce qu'Alexandre Benalla était présent ou à... Oui, il était présent, il était à côté avec ses téléphones, mais il connaît aussi bien M. Kraz, il me connaît aussi bien. Donc, ça vous paraissait naturel? C'était pas choquant qu'il soit présent. Donc je découvre l'identité du client dans la presse. Je me dis qu'on aurait déjà dû le savoir au moment où on s'est engagé. Si j'avais su son identité réelle et ce qu'on lui reprochait, je n'aurais pas accepté ce contrat également. Comment Alexandre Benalla a pu prendre le risque d'être aussi proche des affaires du très controversé Mahmoudov, alors qu'il était encore en poste à l'Élysée? Quand on dit contrat russe, oligarque, Kremlin, et que de l'autre côté, il y a secret défense, Benalla, proche du président de la République, pour n'importe quelle personne bien constituée au sein de l'appareil d'État, et notamment des services de renseignement, ça ne peut qu'interroger sur le risque d'une compromission, c'est-à-dire d'une fragilisation de la sécurité nationale et de la présidence de la République. Car le milliardaire si généreux, avec le cercle rapproché d'Alexandre Benalla, a un sacré CV. Iskander Mahmoudov a déjà été ciblé par plusieurs magistrats européens. À la frontière avec la Russie, nous avons rendez-vous avec un militant anti-corruption,
qui a dû fuir son pays à cause de son combat contre Marmoudov. Aujourd'hui, Konstantin Roubakin a obtenu le statut de réfugié en Lituanie. Depuis 10 ans, il se bat pour dénoncer au monde entier les agissements de l'homme d'affaires russe, désormais au cœur du scandale Benalla. Marmoudov a un passé criminel. Il a bâti toute sa fortune grâce à de l'argent sale. Et rien n'a changé. Et c'est possible qu'Alexandre Benalla ou des proches de l'Élysée ne soient pas au courant de tout ça? Si vous allez sur Google et que vous tapez Marmoudov, vous verrez tout de suite ses connexions avec la mafia. Ça me paraît impossible que Benalla soit passé à côté de cette information. Depuis des années, Konstantin Roubakin met en ligne des archives judiciaires, des documents commerciaux et même des vidéos dans lesquelles il montre les investissements en Europe de Marmoudov. Là, nous marchons le long du terrain d'Iskander Marmoudov. Ça, c'est Predator, un des yachts d'Iskander Marmoudov. Cet immense bateau qui bat pavillon des îles Caïmans l'emmène le long de la côte d'Azur, dans les îles grecques. C'est de l'argent qui n'est pas clair. On ne sait pas d'où il vient et comment il a été gagné. Certaines de ces sociétés intermédiaires, basées en Suisse, ont été citées dans plusieurs procédures criminelles en Europe comme appartenant à la mafia. Par courrier, Iskander Marmoudov a décliné nos demandes d'interview. Il nous a assuré ne pas connaître Alexandre Benalla et ne faire l'objet d'aucune poursuite ni enquête judiciaire en Europe. Pourtant, Konstantin Roubakin nous montre ce courrier qu'il a envoyé aux autorités françaises. Il affirme avoir été convoqué comme témoin à Paris il y a plusieurs années. J'ai passé 2 jours complets en audition. Des policiers français m'ont posé une 50aine de questions. L'enquêteur en charge du dossier m'a confié qu'il était convaincu que Marmoudov était un criminel. D'après l'activiste, au moment où il est parvenu à faire du business avec des proches du chef de l'État, Iskander Marmoudov, alias IM, était bien officiellement dans le viseur de la justice française. Une source nous confirme que le parquet national financier enquête depuis 2016. Et ça, Alexandre Benalla semble le savoir, à en croire un passage de l'enregistrement de Mediapart. Il y a l'enquête en cours sur IM, et il y a notre effort. Toi, t'as parlé dans un truc, t'es proche du pouvoir, t'as une boîte, tu fais un virement sur mec là. Ils vont nous faire un truc, ça peut être 10 fois pire que ce qui se passe là actuellement. Ce contrat russe a été pris très au sérieux par la commission d'enquête du Sénat. Dans ses conclusions, elle l'a qualifié d'une gravité extrême. De telles relations d'affaires ont pu faire de messieurs Benalla et Kras les maillons faibles de la sécurité du chef de l'État, en les plaçant sous la dépendance d'intérêts étrangers. C'est une question de principe. Lorsque l'on sert la présidence de la République, qu'on est à la présidence de la République, qu'on est au cabinet du chef de l'État, qu'on est proche du chef de l'État, il est clair que tout doit être transparent et que l'on ne peut pas en même temps faire des affaires ou préparer un contrat privé en matière de sécurité privée avec un oligarque proche de M. Poutine. Sur ce coup-là, j'ai fait bosser 5 copains. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Cette affaire, c'est du grand n'importe quoi. Marmoudov, je l'ai jamais rencontré, je savais même pas qui c'était. J'ai jamais négocié les contrats ni vu les avocats russes. De toute façon, tout ça, c'est du racisme anti-russe. Si c'était à refaire, je referais la même chose. Sous couvert d'anonymat, un conseiller haut placé de la présidence de la République, habilité secret défense, a accepté de nous rencontrer et de nous décrire la panique à l'Élysée lors de la révélation par la presse du contrat. L'Élysée, on sait que c'est le rêve de n'importe quel espion étranger. Quand on a vu le contrat russe, on s'est dit il faut tout checker très vite. On s'est demandé si cet idiot de Benalla n'avait pas pu faire rentrer des mecs, si quelqu'un n'était pas venu mettre un émetteur pour récupérer ce qui se dit. On a dû tout passer au peigne fin. Le danger, c'est la sécurité de l'État.
Pendant des semaines, l'Élysée a décliné toutes nos demandes d'interview. Il y a 4 jours, nous nous sommes donc invités à une visite officielle du président de la République. Il est venu parler sécurité et défense nationale au salon aéronautique du Bourget. Monsieur Macron, s'il vous plaît, une petite question pour France 2. Toi, tu m'as fait l'envers comme ça, là. Il nous a fallu insister et nous faufiler entre les gardes du corps pour pouvoir poser une question au chef de l'État en personne. Monsieur le Président, une question qui concerne la sécurité et la défense. Bonjour. Est-ce que vous craignez un risque d'ingérence depuis la révélation des affaires russes d'Alexandre Benalla? Écoutez, je suis toujours prudent sur les sujets d'ingérence et il n'y a pas besoin de M. Benalla pour en avoir. Donc, pour le coup, nous sommes pleinement mobilisés sur tous les sujets cyber, les sujets d'attaque. Est-ce qu'il est vrai que vos services de sécurité et de renseignement ont passé des détecteurs de micro dans tout l'Élysée suite à la révélation du contrat russe? Il y a de toute façon, de manière très régulière, par le commandement militaire, une sécurisation qui est faite sur tous les micros, toutes les tentatives d'observation, les systèmes d'information, ce qui est normal, c'est absolument indispensable. Vous ne craignez pas qu'Alexandre Benalla ait pu être utilisé par un service ou par une influence extérieure? Je ne l'espère pas, je ne le pense pas. Mais maintenant, toutes les vérifications sont en cours. Il y a beaucoup aussi d'enquêtes qui sont en cours et qui permettront de le dire. Mais je pense qu'indépendamment de ça, comme les récentes révélations ont permis aussi de le montrer, il y a beaucoup d'ingérences qui passent par les systèmes informatiques. On a également une question sur la disparition du coffre-fort. S'il vous plaît, reculez, monsieur. L'affaire Benalla a d'ores et déjà provoqué l'ouverture de 5 enquêtes pénales, dont violence volontaire, corruption et entrave à la manifestation de la vérité. C'est peut-être l'une des plus belles plages de la planète, 250 mètres de sable blanc bordé d'une forêt tropicale en Thaïlande. Une crique rendue célèbre dans le monde entier par un film à succès et qui depuis a été envahie par les touristes. Imaginez plus de 5000 visiteurs chaque jour, un embouteillage permanent de bateaux sur la rive et un désastre écologique annoncé. Alors les autorités ont pris une mesure radicale. Elles ont interdit tout accès à ce petit bijou. Et au bout de quelques mois, surprise, les poissons reviennent et on réimplante des coraux. Thaïlande, la plage interdite. Le reportage est signé Yvan Martinet, Guillaume Marc et Max Pacro. 7h30, la meilleure heure pour se lancer à la découverte des îles Koh Phi Phi. On va au bateau? Marie le sait, elle est déjà venue il y a 5 ans. Elle et Louis, son ami, viennent tous deux d'Arcachon. Ce matin, elle va lui faire découvrir le joyau de l'archipel, l'île de Phi Phi Lay et sa plage de rêve, Maya Bay. Vous voulez aller à Maya Bay? Vous pourrez prendre des photos, il n'y a pas trop de vent, l'eau est transparente. Yes. Ok. Phi Phi Lay, la voici. Je serai toujours aussi beau. C'est ma stop. Une île inhabitée, longue de 2 km, comme une forteresse de roches surgit des eaux turquoises de la mer d'Andaman. Une muraille naturelle pour protéger son trésor. La plage de Maya Bay, peut-être l'une des plus belles au monde. Voilà, Maya Bay, mes amis. Par contre, impossible de franchir cette ligne. On peut se baigner, mais... Non, pas possible de nager, vous pouvez juste prendre des photos. Le paradis est interdit. Depuis 1 an déjà, les autorités thaïlandaises empêchent l'accès à Maya Bay. Les clients ne sont pas contents de ne pas pouvoir aller à Maya. Certains sont même prêts à me payer plus cher pour y accéder quand même. Mais c'est impossible, c'est un délit. Si j'amène des touristes, je suis mort. J'ai bien fait de venir il y a 5 ans pour bien découvrir cette plage. Si Maya Bay est fermée, c'est que Maya Bay se meurt.
En 2000, c'est sur ce sable immaculé qu'est tournée La Plage avec Leonardo DiCaprio, Virginie Ledoyen et Guillaume Canet. Une bande de routards venus vivre une expérience mystique dans cet Éden. Et le monde découvre que quelque part en Thaïlande, ce décor de rêve existe bel et bien. Mais le succès mondial de La Plage va faire du paradis un enfer. Maya Bay, il y a quelques mois. Sur les 250 mètres de plage, 5000 vacanciers déferlent chaque jour. Une marée humaine qui peu à peu anéantit les fonds marins. Les autorités thaïlandaises n'ont pas le choix. Elles doivent interdire la plage pour tenter de la sauver. Charlotte Canen, 29 ans, est belge. Elle vit dans l'archipel de Koh Phi Phi depuis 6 ans. Elle y est monitrice de plongée. Ce décor, c'est son quotidien. Ça fait toujours le même effet malgré les années? On s'y habitue un petit peu, ça c'est sûr. Ça me fait plus des guilis dans le ventre comme ça me le faisait la toute première fois que je suis arrivée. Mais c'est toujours magnifique, ça reste un paradis, c'est sûr. Paradisiaque en surface, mais en dessous, c'est autre chose. De plongée en plongée, Charlotte a vu les fonds marins se dégrader, spécialement ici, à Maya Bay. La partie qui est fermée, c'est 100% mort. Il n'y a plus de coraux vivants, tout simplement. Tout est mort, c'est 100% mort. C'est que de la pierre. C'est que de la pierre, c'est que du sable. Il n'y a plus de couleur. Et elle va nous le montrer, en plongeant juste avant la ligne d'interdiction, à 300 mètres de la fameuse plage. 1, 2, 3. Au fond, la dévastation, partout autour de Charlotte. Le massif corallien est réduit en miettes. Ses branches mortes jonchent le sable. Celui-ci est encore vivant, mais sa blancheur indique qu'il est mourant. Et quand Charlotte localise enfin un corail encore sain, il est pris dans des tissus et un volant. Present for you. Maya Bay fermée, le problème de la pollution s'est déplacé vers les autres parties de l'île, toujours autorisées. Le carburant des bateaux, leurs hélices et leurs ancres qui raclent les récifs. Les crèmes solaires et leurs composants chimiques. Tous ces facteurs liés au tourisme continuent de dégrader les fonds marins autour de l'île. Vous n'avez pas l'impression de participer à cette grosse campagne de destruction finalement en vivant de ce tourisme, en emmenant vos touristes par exemple quand ils ont de la crème solaire, quand avec leurs palmes ils effleurent un corail et ils le cassent. C'est là que dans ma vie de tous les jours, c'est parfois un petit peu difficile. Quand j'emmène des plongeurs sous l'eau, je fais super attention, mais on ne peut pas tout contrôler. C'est notre gagne-pain, donc il faut réussir à juger. Pour moi, tout fermer, c'est pas la solution non plus. Les îles Koh Phi Phi, noyées sous le tourisme. Tout commence à 50 km de là, sur le continent, à Phuket. C'est d'ici qu'embarquent les vacanciers pour rejoindre l'archipel de Koh Phi Phi. Sur le ferry, ce matin-là, c'est Dana Inut, 52 ans, qui se charge de l'accueil à bord. Les sacs à l'intérieur, s'il vous plaît.
Depuis combien de temps vous faites ce métier? Plus de 10 ans. Et ça a changé en 10 ans? Ça a beaucoup changé. Avant, on avait un tout petit bateau pour transporter les gens aux îles Koh Phi Phi. On pouvait y mettre 200 personnes. Maintenant, celui-ci, c'est 800 passagers. Celui-là, c'est 600 passagers. Et lui là-bas, 300. Il y a plus de capacité parce que bien plus de touristes veulent se rendre sur ces îles. Parmi eux, beaucoup d'Européens ces dernières années. Vous parlez français? Un petit peu. Vous avez appris? Appris avec vous? Avec les touristes? Avec les touristes? Avec les touristes. Mais vous parlez bien alors? Un petit peu, pas beaucoup. Comme ci, comme ça. Et il y a écrit quoi sur votre t-shirt dans le dos? Sauver l'océan. On a des touristes de partout dans le monde et ils ne sont pas tous très attentifs à l'environnement. Certains, ils mangent, ils jettent leurs emballages par-dessus bord. Donc quand ils voient ce message, ils se disent « Ah oui, il faut garder la mer propre ». Vous êtes une sorte de pense-bête, quoi. De plus en plus, la Thaïlande prend la mesure du défi qu'elle doit relever. Conjuguer tourisme et préservation de l'environnement. Après 1h30 de mer, l'archipel se dessine à l'horizon. Votre attention, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, nous avons besoin de votre aide durant ce voyage pour protéger la mer d'Andaman. Proche de Maya Bay, le bateau ralentit. L'équipage informe les passagers qu'ils rentrent dans un parc naturel. S'il vous plaît, ne jetez rien dans la mer. Puis, c'est l'arrivée sur l'île principale de Koh Phi Phi. À l'entrée, chaque passager doit s'acquitter d'une toute nouvelle taxe. Il va servir à quoi cet argent? Ce sont les droits d'entrée, la taxe environnementale. 20 bahts, soit 60 centimes d'euros, pour le traitement des déchets qui seront rapatriés sur le continent. Mais tous ces efforts suffisent-ils? N'est-il pas trop tard? Koh Phi Phi, l'île camp de base, a désormais des aires de galeries marchandes. Tout y est sacrifié au tourisme. Le béton a peu à peu rongé le sable blanc. Angelo Razami est français. En 1986, alors qu'il est barman à la Baule, ses amis lui offrent un billet d'avion pour l'Asie. Il n'est jamais rentré. Le bateau que j'ai pris, et il a beaché ici, c'est-à-dire il s'est posé sur le sable. Et le gars nous a dit jump, jump. Donc on a sauté à l'avant du bateau. Ils nous ont envoyé les sacs pour ceux qui avaient des sacs, n'étaient pas nombreux. Et on s'est retrouvés là. Le sable blanc du début jusqu'à la fin là-bas. Il y avait des cocotiers partout. Et là, il y avait un petit chemin, pas d'eau, pas d'électricité. On pouvait se compter sur les doigts de la main, quoi. Et là, instantanément, j'ai dit ça. C'est ici que je veux être. Ouais. Mais fini la vie de Robinson. L'île a bien changé. Ça, c'est l'arrivée du bateau de 16 heures, là. Ça vient de Phuket ou de Krabi. Pour loger et nourrir tous ces touristes, Les gars, ça va? les constructions se sont multipliées et les cocotiers ont cédé la place au fast-food. Là, voilà. Là, il y a un Burger King. Voilà. Là, il y a un verre McDo. Voilà. Un bon petit PVC, là. Vient de chez nous, là. En 87, à cet endroit précis, il y a quoi? Des maisons en bois et c'est des pêcheurs. Leur activité, c'était de tourner vers la mer. Donc, il y a leur filet qui sèche. De leur hamac et de leur maison, ils voient leur bateau, leur long tailboat qui flotte. Et voilà, et maintenant, c'est deux grosses enseignes qui se font face à l'autre. Et cet endroit-là, il est perdu. Pour le charisme de l'île, il est perdu, quoi. Les affres du tourisme, Angelo les subit dans ses affaires aussi. Racasser de l'air. Il est hôtelier. Il y a quelques années, sur l'emplacement de ses cases, il construit son petit hôtel. 4 bâtiments nichés dans la végétation. C'était fin 2010. Là, entre-temps, il s'est passé un truc, là. Et là, il y a un voisin qui s'est installé, qui a fait son hôtel, sa propre structure hôtelière.
Quand vous l'avez vu sortir de terre, ça a été quoi votre réaction? Bah, on se demandait jusqu'où il allait monter quand même. Hein. On s'est dit, allez, là, ils vont faire, oh, ça ira pas plus loin. Puis après, encore un étage, puis encore un étage. Ah ouais, quand même. J'aurais pas pensé. Cet énorme édifice vient littéralement encercler son petit établissement. Le tourisme de masse, là, vous l'êtes pris pleine face. Oui, forcément, ça devient compliqué. Les îles Koh Phi Phi victimes de leur succès. Seulement 2500 habitants pour 25 000 touristes en haute saison. Observez à 200 mètres de l'hôtel, cette myriade de navettes rapides. Toutes proposent le même tour des îles à la journée. Les coques sont collées, plus une place. Pourtant, le commandant de ce bateau veut à tout prix débarquer ses touristes sur cette plage et il va tout faire pour. Dans le crissement des coques qui se frottent et le vrombissement des moteurs lancés à pleine puissance, il parvient finalement à ses fins. Le comble, c'est que ces bateaux constituent une barrière pour les touristes qu'ils transportent. Impossible d'accéder à la mer. Vous avez trouvé un endroit où nager? Mais non, il y a tous ces bateaux. Comment voulez-vous qu'on nage? Ils nous ont donné ces masques, mais je vois pas où plonger. Mais vous allez aller où alors? Je sais pas, mais on est venu d'Inde exprès. Alors va bien falloir qu'on trouve un endroit. Et vous êtes de bons nageurs? De bons nageurs? On sait pas nager. C'est pour ça qu'on a les gilets. C'est pour ça qu'on a les gilets de sauvetage. C'est peut-être pas plus mal qu'il n'y ait pas trop d'eau alors? Oui, on va rester ici pour barboter. Cette plage, Charlotte, la monitrice de plongée, l'évite tant qu'elle peut. Vous voyez, si je me mets ici et que je regarde l'horizon, bah c'est sûr, je vois pas la mer. Ces scènes de surfréquentation lui rappellent le Maya Bay d'il y a quelques mois, avant la fermeture. Avant Maya Bay, c'était juste comme ça, mais c'était encore pire. C'est-à-dire qu'il y avait une première lignée de bateaux, il y a une deuxième lignée derrière et une troisième. C'était bien pire que ce qu'on peut voir ici. Votre paradis, là, il en prend un coup quand même. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Bah moi, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je suis ici plus parce que c'est un paradis, mais parce que j'y travaille aussi. Ce tourisme de masse tue ces îles à petit feu. Bangkok, la capitale. Nous avons rendez-vous avec le spécialiste thaïlandais des fonds marins, celui qui a alerté les autorités sur l'urgence de la situation. Il s'appelle Ton Tamrugnawagawat. Bienvenue chez moi. Bonjour, merci de nous recevoir. Qu'est-ce que c'est sur votre polo là? Des poissons, bien sûr. On peut dire que c'est vous l'expert des océans dans ce pays. Ouais, vous pouvez. Ça fait 30 ans que je suis dans la recherche comme océanologue. Et c'est bien vous qui avez fait fermer Maya Bay. Oui. Oui. Le spécialiste est catégorique. Le drame écologique qui se joue dans les îles Koh Phi Phi, ça serait la faute des voisins chinois qui auraient submergé l'archipel. Le film La plage, ça n'a été que le début. Si vous regardez le tourisme à Maya Bay, au début, il n'y en avait qu'un tout petit peu. Et là, il y a eu le film, la fréquentation a grimpé de plus en plus. Mais quand les Chinois ont pu voyager, ils ont voulu découvrir le monde. Et beaucoup sont venus visiter Phuket et Maya Bay. Et là, la courbe, alors qu'elle montait doucement, d'un coup, la Chine. Et avant même qu'on ait le temps de comprendre, il y en avait 3 fois plus. Et encore. Et encore. Et nous, on devait développer le pays. On avait besoin d'argent. Et parfois, le business vous aveugle. Avec l'accroissement de son pouvoir d'achat, la classe moyenne chinoise veut elle aussi sa place au soleil. Pour elle, la Thaïlande, toute proche, c'est une destination idéale. Et dans le lagon qui jouxte Maya Bay, beaucoup de ces nouveaux touristes découvrent les joies de la baignade en mer pour la toute première fois. C'est la première fois que vous vous baignez dans la mer? Oui, oui, c'est la première fois. C'est un bel endroit, j'aime. Mais j'ai peur.
Et vous aimez la Thaïlande? Oui, oui, j'aime la Thaïlande. Et vous passez de bonnes vacances? Oui, oui, ce sont de bonnes vacances. Et maintenant, tendez les jambes et battez des pieds. À eux seuls, les Chinois représentent désormais près d'un tiers des touristes en Thaïlande. Je ne dis pas que c'est un problème. Ils ne font rien de mal. Ils veulent juste voir nos belles plages. Seulement, ils sont nombreux. Et c'est à nous de réguler cette affluence. On ne peut pas leur dire « Vous n'avez pas le droit de découvrir le monde ». En 2021, les autorités thaïlandaises ont annoncé qu'elles rouvriraient Maya Bay, mais en limitant l'accès à 200 personnes par jour, contre 5000 avant la fermeture. Avant, après. Une grosse différence. D'ici là, la plage se refait une santé. Et grâce à la solution radicale de l'océanologue, les résultats sont déjà là, et ils sont excellents. Et du jour où vous avez fermé Maya Bay, comment la situation a évolué? Incroyable. 2 ou 3 mois après avoir fermé l'accès à Maya Bay, des requins sont arrivés. On en a compté plus de 60. Vous vous attendiez pas à un tel résultat? Mais comment on aurait pu s'attendre, en fermant cet endroit, à passer en seulement 2 mois de 5000 touristes à 60 requins? Où ça arrive une chose pareille? C'est la première fois que les scientifiques observent un tel phénomène. Pas qu'à l'échelle de la Thaïlande, mais de la planète. Ainsi, Maya Bay devrait devenir un sanctuaire pour ces requins à pointe noire, une variété inoffensive pour l'homme. Retour dans la baie de Koh Phi Phi, l'île principale. La nature reprend ses droits, mais il faut l'aider. Ces plongeurs font partie d'une organisation de protection des fonds marins, Ocean Quest. Et ce jour-là, ils ramassent des pierres et ces débris de coraux dispersés sur le sable. Anwar Abdullah, 58 ans, est le fondateur d'Ocean Quest. Voilà plus de 40 ans qu'il plonge et qu'il développe sa technique pour redonner vie au corail. Du corail, ça existe partout. Mais ici, il n'en reste plus beaucoup. Donc voilà ce qu'on trouve, des fragments comme ça. Vous voyez, tout est mort. Mais là, il y a un tout petit bout vivant. Et ça, c'est mon espoir. On va le ressusciter en lui donnant une nouvelle maison sur cette pierre. Et pour ça, rien de plus simple. Regardez ce corail. Je le pose ici pour qu'il y pousse. Pour le coller au rocher, surprise, Anwar utilise de la glu. Elle fixe la bouture sur la roche. Et maintenant, je le remets dans l'océan et il va recommencer à grandir. Et ça marche. Au bout d'1 an, fermement ancrés à leur rocher, les minuscules coraux se sont développés. Voilà ce qu'on a utilisé aujourd'hui. Un flacon à 30 centimes. On a fait 33 pieds avec ça. Et il en reste encore. Avec cette technique, vous pouvez restaurer les massifs coralliens partout sur Terre. Oui, absolument. Parce que ça ne coûte rien. Ça va vite, c'est à la portée de tous. C'est pas technique, très simple. Tout le monde peut apprendre à le faire, même un enfant. Anwar a enseigné cette méthode aux employés du parc naturel de Koh Phi Phi. Ensemble, ils ont déjà replanté 22 000 coraux dans les eaux de Maya Bay. Si
Si vous vous interrogez sur ce ruban vert, sachez qu'il symbolise la journée de sensibilisation aux dons d'organes à laquelle s'associe France Télévisions. Merci d'avoir suivi ce nouveau numéro d'Envoyé spécial. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, vous pouvez voir ou revoir nos enquêtes et nos reportages sur notre site internet franceinfo.fr. Excellente fin de soirée sur France 2. Tout de suite, c'est Complément d'enquête. Avec vous, Jacques Cardoz.